Délicatessen, délicatessen. Le Book Club. Thibaut Delman, né en 1990 à Paris, publie à l'âge de 35 ans son premier roman L'Entroubli aux éditions Le Tripode, lequel suscite une attention particulière et méritée à la rentrée littéraire automnale de 2025. L'Entroubli, c'est l'histoire d'une famille de 5 enfants, 5 garçons plus exactement, d'une mère à la fois courageuse et tyrannique, d'un père alcoolique et absent, une famille qu'on pourrait donc qualifier de dysfonctionnelle, mais ces mots de psychanalyse, froid et médiocre, ne nous intéressent pas, et c'est justement parce qu'on n'aime pas ces mots-là qu'il y a la littérature, et celle de Thibaut Delman est unique. Langage mélodieux, mélancolique, qui vous colle à la peau et aux oreilles. Un récit familial difficile, ancré dans une réalité prosaïque, et pourtant retranscrite dans une langue vivante et inventive. Un poème audacieux, tout l'inverse d'une psychologie à deux balles. Oui, pour moi, L'Entroubli, c'est le style riche et excessif, c'est la sensibilité qui rencontre la complexité, et nous allons décortiquer tout ça. Thibaut Delman, bonjour. Bonjour, Lolita. J'ouvre ce podcast avec donc une tradition de parler du patronyme ou pseudonyme de mon invité pour un peu mieux le connaître. C'est ce qu'on a toujours voulu faire avec mon prénom et même mon nom. Alors avec ce podcast, j'inverse la tendance. Thibaut Delman, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Il y a un piège, un A avant le E. Delman, littéralement homme de la vallée. Pourriez-vous donc nous parler un peu de ce nom, son origine flamande, et ainsi peut-être nous parler un peu de vous, qui est Delman chez vous ou pour vous? C'est un prénom donc flamand qui vient plutôt de Belgique que de Hollande, enfin que des Pays-Bas dans mon cas. Après, les Dalman sont arrivés en France il y a très longtemps, mais ça veut en effet dire homme de la vallée littéralement en flamand. Et il y a eu un moment dans la famille des personnes qui étaient assez pratiquantes catholiques qui ont voulu avoir un blason pour le mettre à l'église. Et ce blason est très intéressant et je le comprends toujours pas. Donc pour moi, de ce fait même, il est poétique. C'est Ciné Vallée d'Allemagne. Et ça veut dire l'homme de la vallée sans vallée. Waouh! Ce qui est de la poésie, parce que moi, enfin, pour moi, la poésie, c'est vraiment ce qui va aller pur, voire jusqu'à l'absence, quoi. Et là, l'homme de la vallée sans vallée, bah, il reste l'homme, quoi. L'Entroubli, donc premier roman aux éditions Le Tripode, est une maison fondée en 2012. Tripode, mot que vous utilisez par ailleurs deux, trois fois dans le texte, avec la canne tripode du père Ouais, malade. Comment est née donc cette première publication? Pourquoi cette maison d'édition? Et est-ce que c'est un pur hasard d'avoir utilisé ce mot qui n'est pas en somme très commun dans votre livre? je sais pas s'il y a des hasards si purs, je sais pas, mais en tout cas, c'est fou comme hasard, en tout cas. C'est un hasard fou. J'ai écrit bien sûr Cannes Tripode pour mon père on le verra après, mais il est devenu handicapé. Il marchait comme hémiplégique. Il arrivait à marcher qu'à l'aide d'une canne tripode. Donc moi, c'est un mot que j'entends depuis l'enfance. Et la canne tripode, vraiment, voilà, ça fait partie de notre vocabulaire. Mes frères et moi et ma famille. Et sinon, c'est un hasard, si on veut, parce que je connaissais pas les éditions au moment où Frédéric Martin, qui est fondateur du Tripode et qui est mon éditeur aujourd'hui, m'a appelé. Ça a été une suite de personnes que je ne connaissais pas, qui se sont euh, qui se sont relayées pour donner le manuscrit à cet éditeur qui m'a un jour appelé et qui m'a dit est-ce que vous connaissez le Tripode? Ce à quoi j'ai répondu Une non. suite de personnes que vous ne connaissiez pas parce que vous aviez envoyé votre manuscrit ailleurs et c'est passé de main en main à Paris ou Alors c'était mon ex-compagne, donc la compagne que j'avais à l'époque, grâce à qui j'ai pu écrire ce livre d'ailleurs parce que elle m'a donné beaucoup de confiance et beaucoup de rigueur et aujourd'hui elle fait la couverture du livre. C'est elle qui est l'artiste de la couverture, et Giulia qui a Leonelli. dessiné, c'est ça, qui a dessiné cette magnifique couverture. Voilà, et ça c'est une gravure sur cuivre qui a été imprimée à l'ancienne sous presse. Et à ce moment-là, elle allait dans un club de méditation et elle a rencontré quelqu'un enfin, qui est devenu son ami. Et elle lui a parlé, elle lui a dit, ah, mon copain a écrit un livre, mais il connaît personne dans le milieu de l'édition, tu connaîtrais quelqu'un? Il a dit, bah non.
mais ma femme est allemande et ma femme est traductrice. Et donc elle connaît pas grand monde dans le milieu de l'édition, mais elle connaît généralement les éditeurs qui s'occupent de traduction et les services étrangers des maisons d'édition. C'est comme ça que le livre s'est retrouvé dans les mains finalement de Frédéric Martin après un an de silence des autres maisons d'édition. Ok. J'avais quelques encouragements, on me disait que c'était un beau texte, mais j'avais pas de rendez-vous. Et lui, il n'a pas attendu de terminer les 700 pages parce que j'ai écrit ce livre et le suivant en même temps pendant 5 ans au RSA. Je me suis consacré entièrement à ça. Et lui, il m'a dit, moi je ne dis pas jamais de mal des confrères, mais pour moi c'est une faute professionnelle que de faire attendre un texte pareil et vous serez en rentrée littéraire au Tripode si vous le voulez bien. Et il m'a par ailleurs fait une lecture magnifique. Pendant 1 heure, il m'a parlé du texte. Il avait compris, et je me rappellerai toujours de ces mots, il avait compris que il s'agissait pas de raconter ma vie, mais de raconter la vie qui me traverse. Et pour moi, bah, c'était sûr, c'était une évidence humaine et artistique et littéraire. J'ai signé 2 jours plus tard, au Ok. Tripode. Je crois beaucoup à cette idée de rencontre avec un éditeur, plus que finalement juste une signature ou un contrat. Il y a une vraie rencontre qui se fait et une vraie amitié qui peut se créer par la suite. Oui, oui, là, Alors, c'était... on va rester autour de la thématique du nom avec ce titre L'Entroubli que je qualifierais de mot valise. Donc l'imbrication, la fusion de deux mots entre parfois le début de l'un et la fin de l'autre. Donc le mot valise m'a toujours fasciné, amusé, si on peut dire que la littérature est amusante. Pourtant, les mots valises récemment créés ont quelque chose d'un peu plat, un peu terne dans leur évocation, dans leur sonorité. On peut penser à adolescent, Brexit, démocrature, enfin voilà. On est pourtant loin d'oublier les mots valises des écrivains, comme moi au collège, quand j'ai découvert le fameux Pianoctel de Boris Vian, ou dans l'écume des jours, ou alors encore le magnifique Proème de Francis Ponge. Euh, la fusion donc entre prose et poème. Avec l'entroubli, c'est une sorte de mot valise entre une préposition et un nom. Et alors, ce qui est bizarre avec l'entroubli, c'est qu'on a l'impression, en fait, de l'avoir déjà prononcé, de l'avoir déjà entendu. C'est assez troublant. C'est-à-dire que quand j'ai lu le titre, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce mot. Alors, j'avais forcément fait mes petites recherches sur ce certain François Villon qui, en 1457, l'évoque dans un de ses poèmes ou sonnets. Et puis, quand j'ai fini votre livre, j'ai vu que vous lui faisiez référence à la dernière page dans son Yeux français. Donc l'entroubli, état de demi-conscience, de rêve peut-être, un peu comme le dessin d'ailleurs sur la couverture, comme si vous vouliez nous annoncer un souvenir d'un état autre que celui de la vie, un état d'ailleurs. Comment ce titre a été une évidence pour votre texte? Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Donc l'entroubli, pendant longtemps, les médiévistes et linguistes ont dit que c'était un état de veille, en effet, qui est très exploité, très exploré au Moyen Âge et à la fin du Moyen Âge. Mais moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait exactement comme pour vous, ça m'a évoqué plutôt cet état d'ailleurs, mais entre l'ailleurs et l'ici. Et c'est pas tant s'endormir que d'être extrêmement présent au monde, mais entre le monde des mots et le monde sensible. Et cet entre-deux est l'endroit même de la poésie pour moi, et pour François Villon qui écrit ce mot après une nuit d'écriture, où il en oublie les heures, tellement il est absorbé dans l'écriture, il oublie les heures et les cloches de la Sorbonne, donc de la Sorbonne actuelle, sonnent 9 heures du matin par la fenêtre entr'ouverte. Et ce faisant, je m'entr'oubliais. Et quand il écrit ça, je me retrouve complètement dans cet état intermédiaire, même interstitiel, en fait, entre le monde sensible qui se rappelle à nous et ce monde verbal qui n'est pas moins sensible d'ailleurs. Alors le roman s'ouvre, premier chapitre, avec la description de chacun des personnages qui peuplent ce foyer et votre enfance. La mère, excessive, mais aussi très touchante, le père alcoolique, bientôt malade, le demi-frère César, à l'écart et violent, très touchant aussi, en confrontation avec son donc beau-père raciste, et les autres frères, et puis vous au milieu de ce mouvement, de cette agitation.
Et finalement, c'est comme une ronde. C'est presque, venez, entrez lecteur dans notre ronde familiale. Oui, oui, c'est une ronde et je pense que chaque personnage est ambivalent et finalement c'est autour de cette ambivalence commune que d'abord la famille danse. D'ailleurs le mot ronde hein, revient souvent dans le texte en Ah, effet. peut-être. Oui, Ok. oui, parce qu'on se met souvent en rond quand on est une fratrie comme ça nombreuse, mais on se met en rond autour de l'absence du père. Et mais par contre on fait famille dans ce chaos, presque du fait du chaos même. Mais aussi, quand vous dites demi-frère, il y a une très belle phrase de Fatou Diom dans Le ventre de l'Atlantique, où elle dit je laisse les demi-frères à ceux qui sont capables d'aimer à 50%. Mhm. Et j'avais été très frappé par frappé très vivement par cette phrase, parce que nous, on l'a jamais appelé demi-frère, c'est notre frère, Bien sûr, bien au entendu. même titre, voilà. Mais, euh, mais oui, oui, on est en rond dans quelque chose de foisonnant et presque parfois voilà, d'insoutenable, mais c'est tout de même ce qui nous unit, c'est insoutenable. Alors, c'est une famille d'hommes principalement, qui se nourrissent de colère, de bruit. C'est un univers très masculin et pourtant, au centre de ce foyer, enfin, moi, je l'ai ressenti un peu comme une névralgie parce que il y avait c'était à la fois entre douleur et électricité. Il y a cette mer. Vraiment, quand je pense à la mer, je sens douleur et électricité en même temps. Intense, un peu manipulatrice. J'ai du mal à mettre des mots un peu surfaits comme ça parce que c'est bien la raison pour laquelle il y a toutes ces pages. C'est-à-dire que on peut pas résumer un personnage juste à un seul adjectif. C'est toujours très complexe. Donc je dis toujours un peu parce que ça n'est pas que ça. Un peu manipulatrice, un peu malheureuse, mais ce qu'on se ressent surtout, c'est qu'elle est extrêmement investie pour ces garçons. Elle fait tout pour ne pas voir le bateau, le foyer, en quelque sorte, couler entre donc les dettes, l'engloutissement des aides et des loyers dans la boisson du père. Euh, cette mère, finalement, aurait pu être le sujet principal du livre. Bah, pour certains, elle l'est. Très naturellement, quand Marine Diaye en parle dans un article, elle dit c'est l'histoire d'une mère. C'est l'histoire d'une mère dévouée, sacrificielle. Mm. Et dans d'autres articles, elle dira roublarde et terrible aussi. Une mère ambivalente et elle la compare à la mère de Marguerite Duras dans le barrage contre le Pacifique par exemple. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation matérielle intenable et cette mère, quoi qu'on en dise, elle tient pour nous tous avec une cruauté fortuite presque. Ou bon après là, ce serait peut-être aller trop loin aussi. Donc moi-même j'ai eu du mal à mettre des Mm. mots. Faudrait pas exonérer complètement. Et en même temps, il s'agit jamais de juger pour moi. Donc voilà, c'est pourquoi la littérature s'ouvre justement pour qu'on arrête de qualifier trop rapidement les gens et les êtres. Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs dans ce roman. Il y a les amants de la mère, les cousins, les voisins qu'on voit un petit peu au départ, les copains. Quand on est un enfant d'une dizaine d'années, en tout cas, moi, j'ai eu la sensation vers 10 ans, vers 8, 10 ans, d'avoir un voile qui se levait sur la réalité du quotidien, la réalité de mes parents, de voir finalement leur vrai visage. Est-ce que c'est cette désillusion-là que vous avez cherché à retranscrire? Je pense, dans mon cas, avoir cultivé une forme de lucidité, même il y a jamais vraiment eu de flou, parce que justement, par la langue et un regard assez comme ça attentif, qui était curieux de saisir et d'enregistrer les choses dans ma mémoire. J'ai jamais vraiment laissé ce flou s'instaurer. Après, bien sûr, j'avais pas la distance que j'ai aujourd'hui, mais j'ai voulu, d'ailleurs, par l'entroubli, me remettre dans ce flou ambiant et en même temps euh, par le regard aiguisé de l'enfant que j'étais. Et donc c'est oui à la fois flou. Tous les enfants voient ça enfin prennent les choses sans distance. On se prend les émotions, on se prend les injustices, on se prend aussi les miracles et la joie comme ça en pleine face. Et je voulais renouer quand même avec ça et en même temps avec cette grande vigilance que j'ai eue, sensible, et cette envie très précoce de ne rien en perdre. Finalement,
on en perd beaucoup toujours et c'est salutaire. Et c'est là que l'entre-oubli se développe et je dirais même s'épanouit. C'est dans les phases de lacune. C'est dans la lacune d'une mémoire. Et Mmh. j'ai oublié la question du coup. Je suis parti dans l'entre-oubli. Non, c'était à propos de la désillusion à retranscrire, mais c'est ça, en fait, finalement, votre mémoire était ancrée de tous ces souvenirs. Vous avez ça, ou ça a rejailli, ou c'était en fait là, et il y avait juste à les déposer, tout en restant, comme vous dites, un petit peu dans ce flou. C'était en fait très vite moi quand je rentrais de l'école et que je rentrais de l'école, j'essayais de me formuler la journée qui venait de se dérouler. Il y avait à Paris un des premiers magazines gratuits qui s'appelait le Paris Boom Boom et c'était un quotidien qui était disponible dans les rues et c'était donc un quotidien et je trouvais fou que des rédactions se s'attellent chaque jour à restituer ce qui s'était passé d'important dans la ville. Et je me disais que moi, j'étais un peu le rédacteur en chef, c'était un jeu. Et après, le jeu, c'est une chose de toute importance pour l'enfant. C'est Bien pas sûr. frivole. Et Mmh. donc, c'était vraiment un jeu qui consistait dans ce temps de latence, justement, entre l'école et le foyer, consistait à vraiment faire le point sur la journée de manière à m'en rappeler un peu le lendemain et peut-être le surlendemain. Et je crois que j'en suis jamais totalement revenu de ce pouvoir de la mémoire, qui est en fait un pouvoir actif. J'ai pas une mémoire plus développée que les autres. C'est simplement euh, par les mots, donc toujours mentalement d'abord, que j'entretiens les souvenirs et qu'ensuite je les pose sur le papier en essayant bien sûr de d'outrepasser le factuel, c'est-à-dire que je vais pas raconter ma vie, mais je vais surtout, donc là comme Duras que j'ai déjà cité, essayer de donner à sentir, et forcément tout ce qui est sensible est universel. Oui, c'est vrai qu'en vous disant, j'ai forcément pensé à Duras pour, bien entendu, la manipulation de la langue, sa forme que vous lui donnez, comment vous la sculptez, et puis pour ce souvenir qui peut être, enfin, Duras a une vraie peau, une vraie manière d'apposer les mots, et on la reconnaît entre tous. Et c'est vrai que je peux pas dire que vous m'avez totalement fait penser à elle, parce que la vôtre a quelque chose de quand même aussi différent. On va y revenir après, mais ça m'étonne pas que vous citiez Duras. Alors c'est un roman écrit à hauteur d'yeux d'enfant. Moi j'ai beaucoup pensé au film Zéro conduite de Jean Vigo, de Au revoir les enfants, peut-être aussi pour son côté mélancolique, de Louis Malle, même si ça se passe pas dans les mêmes années. Euh, Vous écrivez cette phrase, voir s'opposer à pleurer. Je parle de ce moment parce que c'est le moment où vous êtes avec votre frère en train de regarder par-dessous la porte une dispute de l'autre côté. Donc c'est toujours ce côté à hauteur d'yeux d'enfant. Et puis ce passage se termine par voir s'opposer à pleurer. Est-ce que écrire, décrire, clamer presque, s'oppose aussi à pleurer pour vous? C'est fou parce que vous répondez à la question, c'est quelque chose que je dis très souvent à propos de cette phrase, qui pour moi est fondamentale. C'est-à-dire que voir, c'est tout ce que je pouvais faire à l'époque. J'ignore encore ce qu'il y avait de si urgent à se partager cette fente, son peu de visible, un courant d'air dans la cornée, et voir s'opposait à pleurer. Voir ensuite, pour moi, écrire, c'est voir. C'est revoir et voir ce qui m'est arrivé. Et donc, c'est exactement la même chose. Alors après, j'ai rien contre les pleurs, au contraire. Mais en tout cas, et voir s'oppose à pleurer sur le moment, et écrire s'oppose à subir. C'est dans la, c'est presque le même geste. Regarder ce qui arrive, y compris ce qu'il y a de plus violent, c'est déjà pouvoir après le traduire en mots et donc y survivre. Il y a une scène que je qualifierais d'effroyable, la scène de la Javel, qui m'a qui a beaucoup résonné en moi par rapport à moi, à ma propre enfance, et que je voudrais lire, page 42.
Alors qu'il l'insultait, elle ouvrit son manteau qu'elle jeta derrière elle, le poussa tout au fond du lieu sur le rebord de la baignoire, où, pour ne pas tomber, il fut contraint de s'asseoir. Elle se mit à déboutonner son pantalon et à tirer d'un même coup son gilet et sa chemise. À peine fut-il nu dans la baignoire qu'au saisissement de la pomme de douche, elle aspergea d'un jet puissant son visage crispé. « C'est froid, salope !» Essoufflé, se protégeant et l'écartant de l'avant-bras, il la fit reculer d'un pas, dont elle revint tout de suite plus déterminée que jamais, munie d'un bidon d'eau de javel pure qu'elle lui déversa sur le crâne. Se débattant à l'aveugle, il hurla d'en avoir plein les yeux, plein la bouche, haletant, crachant, grimaçant de douleur et de panique, comme d'une douche d'acide. Aux yeux de notre mère, Olivier n'avait pas de problème. Il était le problème. De même, il n'était pas sale, il était la saleté. Elle ne le lavait pas, elle l'éradiquait. Alors, je pensais que cette scène enclencherait une tension narrative. Je pensais qu'à partir de cette scène, on allait entrer dans quelque chose de très violent, avec peut-être une revanche de la mère ou une revanche du père ou de l'enfant. Et pourtant, non. La scène, elle est là, elle existe, elle est la continuité du réel. Et puis, il y a le lendemain, avec cette phrase. Ce chemin n'est qu'à l'aube. Aube d'abord de nous-mêmes, patraque, engourdis, alourdir de cartable, marchant machinalement du rêve au jour qui vient, lueur générale. Alors je me demande, où est la colère dans votre roman? Elle est, elle est, je l'espère, proscrite. Après, j'ai été très en colère intérieurement. Après, par tempérament, je suis quand même beaucoup plus dans une forme de douceur. Ça, c'est pas choisi, c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est plus quand vous parlez de revanche. Moi, pour moi, l'écriture, c'est plus embrasser. Et embrasser donc la complexité humaine, la complexité de chacun, mais aussi la complexité de cette vie qui passe toujours de voilà de l'ombre à la lumière, de la violence à la douceur justement, et ne privilégier aucun de ces pans de l'existence. Et enfant, j'ai vraiment vécu comme ça. Il est possible que le lendemain de ce moment de violence, quelque chose de beau me soit apparu à l'aube et qu'on soit allé à l'école. Et j'avais d'ailleurs un émerveillement chaque jour renouvelé, voilà, de voir le matin en toute saison. J'étais très très sensible à ces contemplations. Euh, et donc oui, je pense que là encore, il y a quelque chose d'interstitiel qui se joue. Le souffle se trouve entre cette brutalité et l'émerveillement de l'enfant. C'est ce qu'on retrouve pratiquement à chaque chapitre d'ailleurs. Espèce de tension à la fin d'un chapitre, et puis on repasse sur quelque chose d'extrêmement poétique avec un regard presque adulte, de sagesse, pourtant à hauteur d'enfant. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on est brinque-ballé un peu comme ça avec ce garçon. Alors moi, j'ai pas vécu la même enfance que la vôtre, mais à bien des égards, il y a des interludes similaires, notamment le collège. Enfin, moi, c'était plus à l'école, mais quand les enfants attendent le soir jusqu'à tard qu'on vienne les chercher après l'étude, j'ai vécu ces attentes, ces hontes, ces questionnements, pourquoi moi, nous. Mais elles m'ont paru par la suite, en fait, avoir forgé finalement mon individu. L'enfant se forge un peu dans la douleur, et avec la littérature, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, enfin, avec votre littérature, c'est que vous parvenez presque à rendre ces instants douloureux, suspendus, comiques. Il y a finalement il y a des moments où j'avais le sourire aux lèvres, tout comme la scène aussi où la mère fait du chantage au suicide. C'est effroyable, mais c'est un peu comique aussi. Après, chacun la vit comme il veut, mais moi je suis heureux qu'on puisse la recevoir comme ça, cette violence. Euh, En tout cas, moi, je pense que j'ai le même regard, en effet, sur les moments de joie que sur les moments de violence. Et ce regard-là est lumineux. Euh, c'est vraiment, quand je parle de lucidité, c'est au sens littéral. C'est faire la lumière. Et écrire, c'est ça.
Donc, s'il y a bien un traitement égal, c'est celui de mon regard. Et je suis très heureux qu'on puisse sourire. Et c'est Ah OK. vrai que nous, d'ailleurs, on est, on vit pas ça comme une mésaventure. C'est-à-dire que, bien sûr, ça, c'était terrible, hein, le moment où on attend notre père, on Mmh. sent les injustices nous venir, mais en même temps, on les sent être des anomalies. Mmh. Euh, et c'est donc un début de lucidité, une vigilance qui, en effet, va forger ensuite un regard sur le monde. Mais c'est quand on nous interdit d'aller manger avec les autres à la cantine parce qu'on n'a pas l'argent, nous on se réjouit. Ça, l'enfant trouve toujours matière à se réjouir. En tout cas, nous, on trouvait ça. Déjà d'être réunis entre frères comme ça, en marge de tous, c'était amusant. Ouais. Et puis d'avoir des poissons dans l'aquarium où on nous Mmh. faisait manger dans une petite pièce à l'écart. Il y avait des très beaux poissons exotiques. Et pour nous, c'était un privilège finalement. Donc l'enfant aussi a cette faculté qui est une faculté de survie Mmh. de voir le beau là où l'adulte ne pourrait voir que l'injuste. Alors le roman prend un peu une autre direction, une autre envergure quand on découvre au fur et à mesure Olivier, le père, âme solitaire au milieu de ce foyer, presque fantôme de lui-même. On a compris, malade, qui devient très malade, handicapé par la suite et fantôme de lui-même et les enfants tentent de l'approcher toujours avec, un peu cette crainte, cette haine, ces moqueries qui sont formatées, par la mère. Pourtant, on développe une vraie, un vrai, une vraie enfin moi j'ai été très touchée par lui, et on a l'impression en fait que le roman semble lui rendre finalement hommage à lui d'abord, à lui enfin. Certainement, c'est en fait c'est probablement j'ai du mal à en parler donc c'est aussi pour ça que c'était bien de l'écrire. Mais je dis que notre mère nous a élevés contre lui et qu'elle nous a inoculé une haine à son endroit. Et plus j'ai écrit le livre, plus il m'est apparu que ce père n'était pas haïssable, qu'il était faible, absent, après faible jusqu'à justement, je sais ce que l'alcoolisme le mène à l'hémiplégie, à la paralysie, et on le sentait finalement que il y avait une faiblesse même intellectuelle. C'est quelqu'un qui avait aucune distance. Ça, je le dis pas dans le livre, mais il est très peu instruit. Et donc, il subit un peu comme les enfants. Il n'est pas devenu adulte. Et on subit un peu avec lui. Et plus je l'ai écrit, plus je me suis dit que, bon, finalement, ses traits de caractère Mmh. principaux, c'était une douceur. Et puis, le symptôme de cette douceur, un sourire, mais qu'on n'a pas pu partager avec lui. Parce que ça nous était interdit par la mère. Est-ce que donc écrire, c'est un petit peu trahir? J'ai l'impression que vous dites l'inverse là. Est-ce que vous avez eu l'impression de trahir ou plus fortement de tuer finalement vos parents avec ce livre? Ou alors de tuer une image que vous aviez? Justement, ouais, c'est plutôt. Alors, mon père était décédé quand j'ai commencé l'écriture du livre. C'était quelques années après. Et c'était plutôt lui, peut-être renouer avec lui et avec la vie en général, mais en effet désamorcer quelques a priori qu'on fait sien, qu'on ingère quand on est enfant. Mmh. Et donc voilà, en tout cas c'est tuer le jugement, que ce soit sur ma mère, sur ma vie. Y a Annie Ernaux qui dit très justement que ses parents, elle les écrivait au début comme étant des gens simples. Et il lui a fallu quelques livres avant que ça lui apparaisse injuste, parce qu'il n'était pas plus simple que d'autres. Et ça fait partie des choses qu'on ingère. Moi, j'ai écrit très naturellement, si je parle encore à mes frères aujourd'hui, ils diront nous les pauvres. Mmh. Et cette pauvreté, je l'ai écrite naturellement. Il m'a fallu des réécritures pour finalement la bannir de mon vocabulaire et pour voir les gens et les choses
de manière beaucoup plus pure où euh, au sens où la société et les jugements extérieurs, donc à commencer par ceux de ma mère, euh, n'avaient pas vocation en fait à être mes jugements à moi. Et d'ailleurs, je bannis jusqu'au le plus possible le jugement pour renouer avec le regard et voir la vie sans filtre ni intellectuel ni moral. Ce roman, en 2 parties, vous les nommez livre 1, livre 2, comme un texte sacré. Euh, je suis très loin du test, mais il y a quelque chose, en tout cas, à cultiver pour moi de l'ordre existentiel dans la littérature, c'est sûr. Sacré, je ne sais pas. Ou alors, ce qui aurait de sacré, c'est justement nos failles, c'est justement l'endroit où tout est fragile chez l'être humain, et ça, essayer de le plus possible de voilà de ne pas esquinter ça. Et ce serait en effet sacrilège si on veut aller là-dedans. Mmh. Pour moi, de juger ou d'avoir des personnages au lieu des personnes. Euh, Ça, ce serait pour moi une grande faute. Alors, j'irai pas jusqu'à parler de sacré, mais oui, on peut dire que, en tout cas, la littérature est sacrée sans parler de Dieu. Pour moi, c'est certain. Alors Livre 1 pourquoi et livre livre 2, oui? ça s'est fait naturellement. En vérité, pour moi, j'écris un seul et même livre. Là, je suis dans l'écriture du troisième, et c'est toujours le déroulé de ma vie. Je suis cette vie, et c'est plutôt un fil comme ça. Après, c'était presque par égard pour le lecteur que j'ai voulu vraiment mettre un livre 1, un livre 2. Ça se fait naturellement, mais il y a une lectrice en librairie qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit, j'ai lu votre livre entre le livre 1 et le livre 2, et je n'ai pas vraiment vu le moment où vous avez cessé d'être un enfant. Et à ce moment-là, moi je me dis, ah bah c'est bien, parce que tout ce que je voulais, c'est justement rendre ça pas à pas, presque organiquement. Et il n'y a Mmh. pas toujours un moment où du jour au lendemain, on devient adulte ou on cesse d'être enfant. Et là, il y a une autre lectrice qui a pris la parole et qui a répondu à la première, qui a dit, moi je sais, j'ai lu votre livre, et vous avez cessé d'être un enfant à partir du moment où soudain vous vous êtes senti seul. Pour la première fois, vous vous êtes senti seul. Et quand on est à la solitude, on est comme individu et on est aussi à l'autre, avec toute la cruauté que ça comporte. Et donc, le livre 2, plutôt que... Il commence quand j'ai 11 ans, c'est le moment où je commence à écrire, et donc à me révéler comme individu, comme être à part entière. Et donc, j'ai mon propre langage qui éclot. Et c'est aussi un moment qui très vite va devenir problématique, comme Mmh. souvent à la puberté, parce que quand on est un individu, on est forcément l'objet du jugement d'autrui, et ça peut, voilà, tout naît en même temps, l'altérité et ne plus être simplement une partie du corps polymorphe de la fratrie. Complètement, la seconde partie du livre s'ouvre donc sur, l'écriture, le goût des mots, leur mélodie. Vous n'avez que 11 ans et déjà une grande inventivité du regard, du langage. Et en effet, l'enfant quitte son propre corps, il n'est plus qu'esprit et verbe. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, quelque chose d'assez organique comme ça. J'aimerais lire un passage, page 123, qui est donc en fait la première partie, la première page après le livre 2. Je m'excuse, je suis un peu scientifique aussi, et c'est vrai que dès qu'on met en fait des chiffres, j'essaie de comprendre pourquoi. Alors, j'ai toujours eu goût à entendre la langue et à la parler, mais n'ai jamais écrit à mon initiative. Par défi, je m'y risque. Mes mots tendent d'emblée au présent. Il y a face à moi une fenêtre ouverte par laquelle entre, outre celle des fleurs du rebord, toute l'odeur du soir, un appel. Pourpre d'un ciel presque éteint, les briques de l'immeuble d'en face semblent expirer. Hormis quelques roucoulements et à de rares tintements de vaisselle près, on n'entend rien. Rien au fond qu'un bourdonnement périphérique. C'est à cette heure de l'été, le calme même qui circule. Quelques pigeons amnésiques en provenance de 2 arbres feuillus vaquent à des urgences avortées, dont ils reposent çà et là, sur les toits, à même le ciel. Il ne me semblera bientôt plus écrire ni mots ni détails.
J'écris le soir que je respire. Rien de notable, bien plus et bien moins qu'une odeur. Une pénombre en partance, cet air qui semble rose et cesse de sembler. Alors cette nécessité d'écrire. Et ce texte-là donc rend compte de la première fois que j'écris à mon initiative, comme le dit le texte au départ. Et ce qui est frappant pour moi-même, d'ailleurs, quand j'ai écrit ça, c'est que ensuite, ce sera un travail de mémoire, tout ce que je vais faire. Mais ce tout premier texte que j'écris en dehors des consignes scolaires, c'est un texte qui décrit le soir que je respire au présent. Et donc, quand je commence à écrire, c'est déjà un rapport au temps, mais un rapport au temps présent. Et je me dis que voilà, sur le HLM d'en face, cette lumière est très très belle et qu'elle va partir et que prendre une photo serait insuffisant, ce serait figer cette lumière. Alors que les phrases peuvent rendre compte non seulement de cette lumière, mais aussi de son expiration, de ce qui est en train de fuir. Et toute mon écriture ensuite se consacre à rattraper le fugace avec toujours un temps différé, ce que mon éditeur Frédéric Martin appelle très justement un temps de décantation. Ok. Et c'est vraiment ce rapport au temps, c'est pour ça que je me sens proche de Duras et de son rapport à son vécu, et de Proust, qui a un rapport aussi très sensible à ce qui passe. Et c'est presque une dynamique, l'écriture, pour moi, plus qu'une manière de figer les choses. Mais alors pour bien comprendre, ce passage-là, par exemple, vous l'avez écrit durant votre adolescence. Ce passage-là, non, je l'ai écrit pendant l'écriture du texte, donc j'ai commencé à 26 ans à écrire ce texte et le suivant. D'accord. Mais j'ai renoué avec la sensation, parce que il ne me reste rien de ce petit texte que j'ai écrit à 11 ans, mais en même temps, il m'en reste tout. Il me reste voilà, cette manière de pourchasser le soir, et presque, c'est aussi assez tragique, et je le sentais, cette tragédie, mais c'est une tragédie très vivace, très vivante, de, voilà, d'aller pourchasser un soir, on ne peut rien au fait que la nuit tombe, Mm. mais on peut garder un peu de soir. Et donc, oui, j'ai renoué, comme pour tous les textes présents dans le livre, j'ai renoué avec un sentiment qui est très, 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 qui est intact en moi. Alors cet enfant se met en opposition, c'est un grand mot un peu galvaudé aussi, avec le monde et la société. Il fuit des fréquentations qu'il n'a pas, sa famille en s'en créant une nouvelle, mais surtout, pour moi, il fuit à l'intérieur de son corps. En fait, il grossit et donc il s'efface, une espèce de fuite en même temps ne- en s'effaçant de son propre corps, pardon. Oui, c'est vrai que oui, ben je pourrais pas le mieux dire que ça. Vraiment, il y a ce rapport. Pendant longtemps, j'ai cru que l'écriture c'était une manière d'échapper à son corps aussi. Et en vérité, il m'a fallu longtemps pour invalider cette thèse et me dire que non, tout passait quand même par le corps. Et de toute façon, c'était bien physique. J'ai le cœur qui bat très fort. Quand je sors de cette écriture, je suis complètement perdu. Je reste un corps sensible. Et Mm. donc, c'est simplement une autre manière d'être dans son corps et d'être au monde. Mais oui, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que c'est un moyen de s'échapper d'une réalité matérielle, mais pour en gagner une autre qui n'est pas moins sensible. Alors votre écriture est virtuose, presque dangereuse, si je peux la qualifier ainsi. Il y a une musique qui nous aspire et presque nous influence après dans notre manière de penser et de réfléchir. Moi, le livre m'est vraiment resté en tête et j'avais un peu l'impression de faire des alexandrins comme ça. Alors, au départ, ça peut paraître un peu chronophage. Certains disent qu'il faut rentrer dans le texte, dans son rythme, que c'est presque physique aussi de vous lire. Mais pour moi, ça a été très facile, presque trop facile, comme si c'était une plume un peu dyslexique. C'est fou.
Donc dyslexique en quel sens? Oui, parce que je mets à mal un peu la syntaxe. Et donc, En fait, ça retombe toujours sur ses pattes. On a l'impression que la phrase va être imbriquée d'une manière où on comprend pas et ça retombe sur ses pattes et on se dit ah oui non, ça fonctionne, c'est mélodieux. et c'est un peu comme à voir les choses arriver, c'est-à-dire qu'on les comprend pas tout de suite, et finalement le temps de perception est toujours un temps un peu caduque. Hmm. Et il y a quelque chose comme ça que je restitue. C'est rien, il y a rien d'intentionnel là-dedans, mais c'est ce à quoi moi-même j'ai ces petits vertiges où je me demande où la phrase va arriver, et euh, et je trouve que c'est dans ces vertiges-là que tout se joue presque au sens littéral. Une fois encore, il y a du jeu là dans cette histoire, alors que à passer par une grammaire très, enfin mécaniquement arrêtée, une grammaire classique, ben, je ne retrouve pas moi ce rapport vivant aux choses et aux sensations en particulier. Et je me rappelle avoir écrit, par exemple, pour donner un exemple très précis, j'avais écrit justement peu après ces premiers moments d'écriture que je restitue quand je suis adolescent. Mhm. J'avais écrit l'instant après l'écriture, l'instant ne consiste plus en rien. Et j'étais pas content du tout de cette phrase parce que moi c'est une phrase finalement très simple. Elle veut dire ce que je veux dire, mais c'est le problème. Il faut qu'elle dise autre chose et surtout qu'elle rejoigne le sentiment même qui est unique. Et si la phrase n'est pas unique, si la forme n'est pas unique, le fond n'est pas honoré. Et donc le fond là, c'est le sentiment. Et il m'a fallu je ne sais combien d'heures pour me dire ah non, l'instant ne consiste plus. Point. On enlève le en rien que la langue attend, que le lecteur attend, que moi-même j'ai naturellement sollicité. Mais si je veux faire sentir ce rien, il faut le taire. Et ça, c'est un exemple précis. Donc je me joue du transitif et je le fais plusieurs fois. C'est pas tant un jeu intellectuel qu'une manière de rendre la texture unique d'un sentiment par par une syntaxe unique et déconcertante. Et là, justement, il s'agit de rendre ce que c'est qu'un sentiment déconcertant. J'ai été très impressionnée par les descriptions de femmes. Il y en a plusieurs de descriptions sur leur accoutrement, leur apparat, leur parfum, leur manière de bouger, leur intellect aussi. Ces descriptions ont quelque chose de presque proustien. On en parlait de Proust juste avant, enfin vous l'avez évoqué. Euh, Quel est votre lien avec cette époque romantique, ce style plutôt baroque, ou avec cet auteur de l'universel? Et je suis heureux qu'on parle des portraits de femmes parce que, comme vous l'avez dit au départ, il y a une femme centrale. Puis vous aviez dit que c'était un monde d'hommes. Bon, c'est surtout un monde d'enfants et de garçons. Et plutôt que d'hommes, parce que l'homme, lui, est absent. Quand il n'est pas absent, C'est vrai. il est humilié. Et donc nous, on ne sait pas ce qu'est un homme. On est assez loin. Et notre modèle, finalement, c'est notre mère. Mhm. Et donc, bah d'ailleurs, à l'adolescence, je suis rattrapé par ça. C'est-à-dire que je suis plutôt, euh, je ne ressemble pas à ce que, surtout pas dans un quartier populaire. Enfin, je n'adopte pas du tout la manière d'être du garçon, de ce qu'on attend de moi, de faire les gros bras. Moi, Masculiniste, ouais. Mm. voilà, on m'appelle le poète. Mhm. Et je pense qu'assez vite, oui, finalement, j'endosse cette singularité comme aussi une manière de ne pas jouer à ce jeu-là et de passer pour quelque chose, enfin, quelqu'un d'étrange et d'à part. Et c'est mieux, en fait, d'être isolé de la masse comme ça, même si ça implique de pas avoir d'amis, que d'en faire partie pour moi. Et donc, cette singularité, c'est aussi un mode de survie, et elle passe par la poésie déjà. Mhm. Et, euh, et Proust a ça. Proust, c'est pour ça que mon roman peut être qualifié de social. Il y a de grands enjeux sociaux parce que ma vie est ainsi faite. Mais je me sens très très proche de Proust du fait qu'il nous donne accès
un milieu qu'on pourrait comme ça, par stéréotype, dire privilégié. Sauf que lui nous fait accéder à une solitude abyssale qui est la sienne, avec une mère dont il attend le baiser chaque soir, et, euh, et une vie très très riche aussi dans cette solitude, et une vie sensible aussi extrêmement riche. Donc je me sens très proche de lui, tout simplement par la voix sensible et par un rapport aigu au temps qui bien sûr est beaucoup plus présent, comme dans l'Entroubli, sur les temps de la prime enfance, et des textes beaucoup plus concis qui sont presque à l'état de poème. Et puis il y a une dilatation du souvenir qui advient parce que vraiment, moi, mon écriture est une aventure physiologique. Et donc forcément, la dilatation advient peu à peu, et les souvenirs d'adolescents sont plus proprement romanesques, avec bien sûr toujours une poésie diffuse qui va advenir par miracle tout au long de ma vie. Et c'est pas un miracle, c'est comme chez Proust, c'est pas un miracle onirique, c'est un miracle sensible. Mmh. Oui, l'écriture chez vous, semble très liée à toute cette, lecture. Apparemment, vous apprenez à lire et à écrire, enfin bon, dans le livre, c'est expliqué, hein, que vous apprenez à lire, très tôt, à écrire, j'imagine aussi. Hem, Quels sont vos premiers vraiment, souvenirs de jet d'encre, enfin d'écriture, de de poèmes peut-être, ou de petites histoires inventées, ou est-ce que vous vous souvenez? Finalement, la seule dont je me souviens bien, c'est le texte que vous avez lu. C'est-à-dire que pour moi, c'est une naissance à l'écriture. Je me souviens avoir tout de suite été sensible aux mots. Il y a en effet, quand j'ai 4 ans et demi, je sais lire et écrire, parce que ma mère me prend en face à face dans la cuisine quand tous mes frères sont allés se coucher. Elle a essayé avec tous mes frères. Ça n'a pris qu'avec moi. Parce que, et ça je ne l'explique pas, je pense qu'il y a voilà, des gens aussi qui ont une oreille musicale. Moi, j'étais voué aux mots. Donc, mais plus d'abord dans l'écoute et la jouissance de cette écoute, et faire les mots, voilà, les faire miens. Mais les premiers jets d'encre, la première écriture, elle se fait là à 11 ans, très précisément au moment où je pourchasse ce soir qui est en train de s'achever. Mais sinon, je pourrais absolument pas, je pourrais pas ceindre la vie sensible de la vie verbale. Dès que j'ai eu, je pense même avant de parler, j'étais j'étais bouleversé par les mots et par voilà cette magie sensorielle et sensible qu'ils apportaient. Et pas tant pour me raconter des histoires que Mmh. pour raconter la vie. Et ça, c'est ce que ma mère fait en continu. C'est-à-dire que ma mère nous a pas raconté d'histoire. Elle nous lisait pas de livres. Mais par contre, elle parlait continuellement, et Mmh. elle parlait de ce qui nous arrivait, de ce qui nous était arrivé. Elle parlait de la journée, elle parlait d'un rapport. Et bon, comme je dis, il y a du suicide qui s'intercale, une menace de suicide voilà, qui vient entre le prix des carottes et le prix de la lessive, et la pharmacie, elle est trop chère pour nous. C'est une logorée qui ne fait donc aucune différence entre l'existentiel et l'anecdotique. Et ça, c'est une leçon de littérature si on l'écoute bien. Il y a pas, c'est Proust justement pour y revenir, hein, qui dit que quand ses parents pendant la promenade le devançaient, et ben il avait l'impression d'être Dante qui suit Virgile, qui est allé plus loin en fait que lui, en enfer, au purgatoire ou au paradis. Et il sait très bien qu'il est sujet à moquerie quand il dit ça. C'est ça qui est beau aussi chez Proust, c'est que peu après, il dit oui, en effet, le monde mythique est attenant à mon monde sensible, à moi, et il dit même à ma vie ordinaire. L'ordinaire et l'extraordinaire sont en perpétuel dialogue chez lui. Et pour moi, je vivais aussi tout comme ça. C'est-à-dire, waouh, enfin, tout était, et c'est souvent le cas chez les enfants, c'est ce que Brel appelle la faculté d'émerveillement. Mmh. Et on a une grande faculté d'émerveillement, et on a aussi une grande stupeur quand les choses violentes arrivent. Mais
ces deux manières de recevoir le monde sont pleines de vie, en fait. On a cette impression en refermant le livre, en fait, on en a parlé au début, puis d'ailleurs la dernière phrase confirme hein, tout ce qu'on vient de dire. On a l'impression que vous n'en avez pas assez dit, que le livre est le premier d'une suite romanesque. Donc vous avez parlé d'un second, puis d'un troisième que vous êtes en train d'écrire, qui est la suite de, de votre vie. Est-ce qu'on peut terminer sur ça? Quand sort le prochain, Oui, par exemple? le prochain, j'ai pas de date, ce sera 2027. On n'a pas encore arrêté une date avec mon éditeur. Il faut aussi que celui-ci poursuive sa vie, Bien sûr. l'entroubli, qui voilà que je défends encore un peu partout et donc c'est bien qu'il puisse s'épanouir et il sera assez naturellement une fois encore même dans ma vie à moi actuelle. Je trouve ça beau que finalement les les wagons se rattachent et il y a un moment pour ça et petit à petit le troisième je l'écris là et j'ai aussi un petit peu retouché le deuxième beaucoup là parce que j'ai commencé à mes 26 ans puis j'ai fini vers 32 ou 33 ans, je vais en avoir 36 et donc j'ai eu ce luxe comme on n'a pas sorti les deux en même temps de pouvoir affiner mon regard Mhm. sur certaines parties de ma vie que j'avais écrit trop fraîchement, justement en enfreignant un peu ce temps de décantation qui est nécessaire. Et donc j'ai pu faire des ajustements. Et là, le troisième est là. Et un jour, mon cousin m'a demandé, le cousin qui est présent dans le livre, qui s'appelle Ferdinand, m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu te seras rattrapé? Et, et donc ça m'a dit à peu de chance parce que justement, il y a toujours besoin de décantation. Puis j'ai une écriture et une réécriture qui est tellement engageante qu'il me faut 3 à 4 jours pour un paragraphe. Donc je suis pas prêt de me rattraper. Ça va continuer. Merci Thibaut Delman d'avoir été notre invité donc pour ce deuxième épisode de Délicatessen. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite de votre œuvre. Alors je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci Lolita.